des cancers. Donc, avec l'épidémie de Covid, on a un petit peu plus en tête le nombre de morts qu'il y a par an en France. Mais donc, en gros, il y a 550 000 à 600 000 morts par an en France. Et pourquoi on s'intéresse au cancer? Parce que c'est la première cause de mortalité en France. Donc évidemment, je vais parler que du contexte français. Et ce que je dis pour le contexte français n'est pas forcément vrai pour d'autres pays. Donc là, vous voyez assez simplement que parmi les deux principales causes de mortalité en France, on retrouve les tumeurs et les maladies cardiovasculaires. Et ça explique en gros 50% de la mortalité. Et donc, s'intéresser aux tumeurs avec un S, c'est vraiment un sujet majeur en santé publique. Et là, pour le coup, quand on dit que c'est une problématique majeure et importante, c'est effectivement le cas. Donc, je ne sais jamais sur quoi il faut que je dirige, par là-bas. Là, c'est pareil pour les diapos. Voilà, là, c'est bon. Alors, pour commencer, ne sachant pas quel était le public, je suis vraiment parti de la base. Donc, en partant d'une définition potentielle de ce qu'est un cancer. Donc, vraiment pour faire très schématique. C'est une maladie qui est provoquée par la transformation des cellules qui deviennent anormales et qui prolifèrent de façon excessive. En soi, ça pourrait ne pas être un problème, sauf qu'elles prennent la place des cellules normales, et donc dans un tissu donné, elles prennent la place des cellules qui sont censées fonctionner dans ce tissu. Et in fine, le tissu ne fonctionne plus, donc si vous avez par exemple une tumeur au poumon, ça va finir par conduire à un dysfonctionnement du poumon. Et le problème avec cette maladie, c'est que si on la laisse évoluer, elle va finir par envahir d'autres tissus, finalement devenir généralisée, et donc amener à une défaillance multisystème. Et c'est ça qui cause la mort quand on a un cancer, c'est le fait d'avoir des cellules qui se répliquent et qui n'ont aucune autre fonction que de prendre l'espace. Donc, décidément, je vais devoir, pour passer la diapo, je suis désolé. Non, mais c'est bon. Donc, une fois qu'on a parlé donc, de ce que c'était un cancer, on peut se poser la question de qu'est-ce qui provoque un cancer. Donc, je suis parti d'une situation qu'on a connue dans l'équipe il y a maintenant 7 ans. En 2015, il y a un papier qui est sorti dans une revue qui fait référence dans notre domaine, qui s'appelle Science, et qui a parlé de la malchance. Donc, quelqu'un de très connu, Thomas Setti, a publié un papier en expliquant que la majorité des cancers étaient liés à la malchance. Et donc, ça a fait pas mal réagir dans la communauté scientifique. Par exemple, dans l'équipe dans laquelle je travaille, on a réagi assez rapidement en disant que non, c'était pas de la malchance, c'était autre chose. Et donc, je suis parti de ce constat pour vous expliquer le fait que non, ce n'est pas lié à la malchance. Donc, le constat, c'était que le risque de développer un cancer, il est différent en fonction des organes. Donc, ça, c'est vrai, quand on regarde dans la littérature, on a plus de risques d'avoir un cancer du côlon, d'avoir un cancer du poumon, que d'avoir un cancer du cœur. Je ne suis pas sûr que vous ayez entendu souvent qu'on a un cancer du cœur, parce que, effectivement, en fonction de la réplication des tissus, plus un tissu se renouvelle, plus il se multiplie, plus il est à risque de cancer. Et donc, il est tout à fait logique de retrouver comme étant les cancers les plus fréquents. Les cancers, par exemple, du côlon, la muqueuse se réplique de manière constante, pareil avec la peau, par exemple. Et donc, plus un tissu va se renouveler, et plus on va avoir la chance ou le risque d'avoir des mutations qui vont être générées de manière hasardeuse, entre guillemets, par la malchance, et de provoquer un cancer. Et donc la conclusion de ce travail, c'était de dire, puisque plus un tissu se renouvelle, plus le risque de cancer est grand, finalement, la majorité des cancers serait due à la malchance. On pourrait considérer que c'est vrai, on pourrait expliquer, comme je vous l'ai dit, cette théorie avec des éléments positifs, mais alors, comment on va expliquer ce type de résultat que l'on voit ici? Donc ça, c'est des travaux qu'on a participé à publier avec des collègues de Caen. Là, vous voyez ici la probabilité d'avoir des cancers. Donc, c'est quand on a tous la même probabilité d'avoir des cancers, quel que soit notre milieu social. On le fait vraiment en fonction du milieu social. Et là, on a regardé quelle était la probabilité d'avoir des cancers pour des gens qui étaient défavorisés par rapport à des gens qui étaient socialement favorisés. On pourra discuter de comment on le mesure. Et donc, vous voyez que si tout était parfait dans le meilleur des mondes, on aurait tous la même probabilité de faire des cancers en fonction de notre milieu social. Or, vous voyez que ici, par exemple, si je prends ce résultat ici, ça veut dire que les cancers de la lèvre, de la bouche et du pharynx sont 2 fois plus fréquents dans les populations qui sont moins favorisées que dans les populations favorisées. Et je continue. C'est pareil pour le larynx, c'est pareil pour le poumon, c'est pareil pour l'œsophage. Donc on voit qu'il y a des cancers pour lesquels il n'y a pas de différence. Le myélome, la leucémie, les lymphomes, ça touche la population de la même façon. Et de manière très intrigante, en tout cas très intéressante quand on fait des inégalités sociales,
c'est qu'il y a aussi des cancers qui sont plus fréquents dans des populations qui sont favorisées, comme le cancer de la prostate, comme le mélanome. Donc là, j'étais chez les hommes. Si on regarde chez les femmes, on a à peu près le même type de situation, avec des cancers beaucoup plus fréquents dans les populations qui sont moins favorisées, col de l'utérus, lèvres, bouche, foie, estomac, poumon, et des cancers plus fréquents dans les populations favorisées, sein, ovaire et mélanome. Donc là, par rapport à ce que je vous racontais sur Tomasetti, comment on explique ce résultat? Si c'est vraiment lié au hasard, comment on explique qu'on n'a pas une distribution qui est effectivement liée au hasard des cancers? Ce qui évoque le fait que derrière tout ça, il y a forcément des facteurs non liés au hasard, non liés à la chance ou à la malchance qui vont expliquer ces résultats. Donc quand on parle des facteurs les plus classiques liés au cancer, la première chose que j'entends souvent, c'est génétique. Si j'ai un cancer, c'est pour des raisons génétiques. Il existe des prédispositions génétiques, mais elles expliquent, vous voyez ici, 5 à 10% des cancers. Donc c'est la minorité. Donc si vous avez en tête que parce que j'ai des gènes qui vont provoquer le cancer, ça peut arriver, mais c'est minoritaire. Quand on regarde les gènes qui sont les plus fréquemment retrouvés dans cette famille, ce sont ce qu'on appelle les BRCA1 et 2, qui sont des gènes qui, lorsqu'ils sont mutés, sont extrêmement associés au risque de cancer du sein et au cancer des ovaires. Et juste pour fixer les idées, quand une femme a un gène muté pour le BRCA1 ou 2, elle a entre 40 et 80% de risque à l'échelle individuelle de faire un cancer. Ça veut dire que 80% des femmes qui ont cette mutation-là feront un cancer au cours de leur vie. Ce qui peut expliquer par exemple que dans d'autres pays, Angelina Jolie, qui est atteinte de cette mutation, a décidé de faire une chirurgie mammaire et aussi une chirurgie des ovaires, pour justement pas avoir ce risque de cancer. En France, on n'est pas dans cette situation-là en termes de comportement, mais c'est lié à cette part génétique. Donc elle est très rare, mais par contre, quand on a ces gènes-là, c'est pas bon signe. On a aussi des facteurs qu'on appelle internes, donc l'âge, qui est le plus gros facteur de risque de cancer. On connaît tous des gens qui ont eu des cancers à des âges jeunes, mais en général, les cancers surviennent après l'âge de 60 ans. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il faut du temps pour que les agressions externes que l'on subit, pour que les modifications génétiques de nos cellules se cumulent, pour que notre système immunitaire soit altéré, il faut des années. Et donc, comme il faut des années, on arrive après 60 ans à avoir une dérégulation suffisante pour avoir des cancers. On a aussi l'hérédité. Donc je fais la différence avec les cancers qui sont génétiques. Les cancers qui sont génétiques, c'est vous avez une mutation, vous avez une maladie. L'hérédité, c'est un peu différent, c'est une susceptibilité. Ça veut dire que vous avez des gènes qui prédisposent, mais il faut que dans l'environnement, il soit passé quelque chose. Il faut les deux pour avoir un résultat, pour avoir ce que nous on appelle un phénotype quand on travaille. Et donc il y a certaines personnes qui, dès la naissance, ont des mutations qui vont les rendre plus à risque de développer des cancers, parce que par exemple, ils ont une dérégulation immunitaire à cause de ces gènes qui va faire que s'il y a une cellule cancéreuse, elle sera moins rapidement, par exemple, ou efficacement détruite. Et donc pourquoi on ne parle pas de cancer génétique? Parce que imaginez que vous ayez un cancer lié au tabac. Si vous avez ces gènes qui prédisposent, mais que vous ne fumez pas, vous n'êtes pas concerné. À partir du moment où vous allez fumer, là vous serez plus à risque parce que vous avez cette prédisposition. Et enfin, on a ce qu'on appelle les facteurs externes. Donc les facteurs externes, je vais les détailler, ça explique 40% des cancers. Et donc qu'est-ce que c'est que sont ces facteurs externes? Ce sont tous les facteurs qui sont liés au mode de vie ou à l'environnement. Et donc, premier point pour moi important, 40% des cancers sont liés à des comportements, à un mode de vie ou à l'environnement, ou et l'environnement. Donc je vais les décliner, donc et je les ai fait par ordre d'importance. Le premier c'est le tabac, on a tendance à peu trop en parler, mais le tabac c'est le premier poison en termes de mortalité. Donc vous voyez ici que c'est 73 000 décès par an. Donc ce qui est bien avec le Covid, c'est moi l'expression, c'est que les gens ils ont à peu près maintenant une échelle dans la tête. C'est l'équivalent du Covid, tous les ans, mais depuis 25 ans. 70 000, c'est ce qui s'est passé pendant la première année de Covid. C'est plus de 33% de cancers chez les hommes, 10% chez les femmes, plus de 8 cancers du poumon sur 10 qui sont liés au tabac. Et vous voyez, il est impliqué dans 17 localisations cancéreuses. Bref, quand on fume, on a une augmentation de beaucoup de cancers. Et juste aussi pour fixer les idées, parce qu'on connaît tous des fumeurs qui ne sont pas morts du cancer, il y a un fumeur sur deux qui va mourir de son tabac. Donc ça veut dire qu'il y en a un sur deux qui ne meurt pas. Mais un sur deux qui en meurt, c'est quand même assez solide. Et donc souvent, vous voyez, en plus, c'est mourir avant l'âge de 65 ans, donc c'est jeune. Donc c'est vraiment un facteur important de mortalité prématurée. Et pourquoi ça tue?
Si on arrivait à fumer des cigarettes avec des bonnes substances dedans, ça ne poserait pas de problème. Ce qui pose problème, c'est qu'il y a plus de 7000 substances chimiques dans une clope. On ne s'en rend pas compte, mais en plus la combustion fait que ça les rend plus agressives. Et parmi ces 7000 substances chimiques, il y en a 70 qui sont des cancérigènes connus et reconnus au niveau international comme étant des sources de cancer. Et là aussi, pour fixer les idées, la toxicité du tabac, elle dépend du nombre de cigarettes fumées chaque jour, mais surtout de la durée. Je ne devrais pas vous le dire comme ça, mais il vaut mieux fumer 20 cigarettes pendant un an, tous les jours, que fumer 10 cigarettes par jour pendant 30 ans. C'est vraiment la durée qui fait qu'à chaque fois vous agressez les poumons, et il n'y a jamais de moment où le poumon peut récupérer. Donc si vous l'agressez fortement pendant une courte période, il pourra récupérer. Et donc c'est vraiment la durée qui est extrêmement importante, et comme c'est à la fois la durée et le nombre, il n'est jamais trop tard pour arrêter. Même si effectivement, pour être vraiment transparent avec vous, quand ça fait 30 ans qu'on fume, arrêter après 30 ans de tabac, c'est toujours bénéfique, mais c'est quand même mieux de le faire avant. La problématique que l'on a en France, c'est qu'on est un pays qui fume beaucoup. Là, vous voyez que c'est la prévalence de tabac. Il y a à peu près 25% des gens qui fument aujourd'hui en France. Pourquoi je vous montre ces graphiques? C'est parce qu'il y a des gens qui travaillent dans la prévention du tabac. Et qu'est-ce qu'on peut dire de manière très générale? C'est que ça ne marche pas. Ça fait 30 ans, enfin 20 ans là, pardon, on est passé de 30% à 25%. Donc on n'arrive pas à réduire la prévalence du tabagisme. Et ce qui est plus problématique par rapport au travail que je fais sur les inégalités sociales, c'est que si vous répartissez cette prévalence de tabac en fonction du milieu social, ici vous avez, vous voyez, différentes catégories d'éducation. Aucun diplôme, c'est en bleu, c'est carré. En rouge, vous avez niveau bac. En noir, vous avez supérieur au bac, équivalent au bac. Là, en rouge, c'est le lycée. Et en bleu, supérieur au bac. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 20 ans? Les gens qui ont un niveau d'études supérieur à bac, ils sont passés de 30% de prévalence de tabagisme à aujourd'hui 17%. Donc, ça s'améliore. Quand on regarde ceux qui avaient un niveau, qui était vraiment un niveau collège, ils sont passés de 29%, ils n'étaient pas très différents, 2000, à aujourd'hui 35,8%. Donc ce qu'on a réussi à faire en 20 ans, c'est qu'on a réussi à réduire le tabagisme chez les plus favorisés. C'est très bien pour eux, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas réduire le tabagisme dans ce groupe-là. Mais on n'a pas réussi à le faire chez eux. Donc aujourd'hui, le tabagisme est un marqueur social. Alors nous, là, tous ici, autant qu'on est, à un niveau individuel, ça ne marche pas comme ça. Mais au niveau populationnel, si vous prenez une population et que vous la classez en fonction du niveau d'études, vous allez avoir un niveau de tabac qui va différer en fonction de ce groupe. Et plus le niveau d'études augmente, moins les gens fument. Donc c'est vrai, je vais passer vite, hein, avec les revenus, et c'est vrai aussi avec le travail. Donc juste pour vous dire que quel que soit l'indicateur que vous utilisez, vous trouvez toujours la même chose. L'alcool. Alors, deuxième facteur de risque quand on s'intéresse au tabac. En France, on a un problème avec l'alcool, parce qu'il y a une situation, quand je dis qu'on a un problème, c'est pas un problème de réguler sa consommation, c'est qu'au niveau gouvernemental, on a un problème à dire que l'alcool, et en particulier l'éthanol, c'est cancérogène. L'éthanol, c'est pas bon. Si on arrivait à faire des apéros avec quelque chose qui ne contient pas l'éthanol, ce serait mieux. Sauf qu'effectivement, un apéro où on va boire de l'eau, c'est plus difficile. Et donc, voilà, l'éthanol, c'est effectivement dangereux pour la santé, quelle que soit la dose que vous buvez dès le premier verre. Donc, c'est la deuxième cause de mortalité évitable en France. Vous voyez, c'est 10% des décès. Et ça augmente particulièrement le risque de certains cancers. À la différence du tabac qui touche quasiment tous les cancers, l'alcool, c'est principalement l'œsophage. Vous voyez, 80% des cancers de l'œsophage, c'est l'alcool. 20% pour le côlon rectum et 17% pour le cancer du sein. Et ce qui pose problème, je vous l'ai dit, c'est l'éthanol. C'est l'éthanol, et donc on a effectivement une augmentation du risque dès la première consommation de verre. Donc à l'époque, Agnès Buzyn avait eu énormément de mal à dire ça, parce qu'en fait, quand vous dites que l'éthanol c'est toxique, les gens résument le fait de boire est toxique. Le fait de boire un verre de vin, si vous regardez la population qui boit un verre de vin par jour, elle a une espérance de vie qui est meilleure que le reste de la population. Pourtant, elle boit de l'éthanol. Mais elle ne fait pas que boire de l'éthanol quand elle boit du vin. Elle partage un moment convivial, elle mange des choses qui peuvent être bonnes pour sa santé, qui peuvent compenser l'alcool. Et donc au final, il faut vraiment faire la différence entre le fait de consommer, d'ingérer de l'éthanol, qui lui est toxique, et le fait de boire de l'alcool, qui est beaucoup plus complexe que ça en termes de mesure. Ça, j'y reviendrai à la fin. Quand on fait de l'épidémiologie, c'est compliqué, parce que ce qu'on mesure, c'est beaucoup plus complexe que simplement ingérer de l'éthanol, par exemple, quand on boit de l'alcool. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous décevoir, il n'y a pas de différence en fonction de l'alcool consommé.
Donc c'est pas mieux de boire du vin rouge, de boire de la bière, etc., etc. Donc non, c'est pas vrai ça. C'est vraiment la quantité d'éthanol qui compte. Pour le cancer, évidemment. Pour les maladies cardiovasculaires, c'est parce qu'elle est dans le champ des maladies cardiovasculaires, et dans la nutrition des maladies cardiovasculaires, c'est pas la même histoire. Donc, juste pour aussi fixer un peu les choses, le nombre, en 2016, il faut du temps pour avoir les données qu'on appelle consolidées, c'était 2,6 verres standards par jour et par habitant âgé de plus de 15 ans en France. Ce qui veut dire que si on prend la population française de plus de 15 ans, on boit 2,5 verres par habitant en France. Alors évidemment qu'on boit par jour. Comme on n'est pas tous à boire 2,5 verres, ça veut dire qu'il y en a qui en boivent plus que d'autres. Et c'est effectivement un problème. Et donc, pour mettre en évidence ce que je viens de vous dire, ça c'est l'alcool qui est donc consommé dans une année en France, de 0 à 100. Et ça c'est le pourcentage de gens qui le consomment. Qu'est-ce que ça dit? Je fixais votre regard juste ici. 90% de la population française consomme 42% de l'alcool qui est consommé en France. Ce qui veut donc dire que 10% de la population française consomme plus de la moitié de l'alcool qui est consommé en France. Donc il y a des énormes buveurs. Et donc la problématique que l'on a par rapport à l'alcool, c'est que c'est ces personnes-là qu'on veut aller choper. D'où les nouvelles recommandations où on dit qu'il ne faut pas boire tous les jours, il faut au moins avoir 2 jours d'abstinence. Parce que quand vous faites partie de ces 10%-là, il est compliqué de ne pas boire une journée. Quand vous faites partie de la population qui boit un peu de temps en temps, ce n'est pas la même problématique. Et donc on a une situation qui est particulière, et donc ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête, il y a une consommation qui est exponentielle, et donc quand on parle d'alcool, là aussi il faut préciser de quoi on parle. Ça fait quand même 6 millions. Ah oui, ça fait quand même beaucoup de gens. Et ça fait quand même beaucoup de cancers, et ça fait beaucoup de gens qui en meurent. Mais c'est pas n'importe qui, donc quand ces résultats-là, ils sont connus, celui que je vous ai montré avant, ils sont connus par les industriels. Et les industriels qui vendent de l'alcool vous disent « Non, on ne parle pas des gens qui ont des problèmes avec l'alcool. Nous, on vous dit juste ceux qui boivent un verre de vin par jour. » Ils ont bien compris quel était leur intérêt en termes de communication. Donc après ça, vous savez, hein, plus on vieillit, plus on boit souvent, mais moins on boit quand on boit. Donc classiquement, quand j'avais 20 ans, je buvais pas souvent, mais quand je buvais, je ne me ratais pas. Et par contre, aujourd'hui, je bois quasiment tous les jours. C'est simple. Et donc ça, ce qui est bien, c'est que je ne suis pas tout seul. Donc vous voyez que quand on a 55, 64 ans, voilà, on est à moins de 2 verres par jour, mais c'est très fréquent en termes de jours dans l'année. Quand on est jeune, c'est vraiment beaucoup et pas tous les jours. Juste pour fixer, donc c'est le rond qu'il faut que vous regardiez. Juste quand on parle d'inégalité, là on est chez, oui c'est un ovale, ouais, on est chez les femmes. Plus les femmes sont en un niveau d'études élevé, plus elles boivent. À l'inverse de ce qu'on voit avec le tabac, plus on est éduqué et plus on boit quand on est une femme. Chez les hommes, on n'a pas la même situation, je vous montrerai juste après. On est vraiment dans Desperate Housewives. Souvent je dis ça, mais voilà, ça vous fait sourire, mais on a passé une journée difficile, on se sert un verre de vin, on met le rouge dedans ou le blanc, et là on souffle en se disant que tout va bien. C'est aujourd'hui qu'on voit ça. Il y a 30 ans, c'était JR avec le whisky et le glaçon. Et donc ça, c'est des trucs, ça marche très très bien, et donc chez les femmes aujourd'hui, on a vraiment une inégalité, mais dans l'autre sens. Chez les hommes, on ne l'observe pas. On a à peu près, vous voyez, c'est 1. Donc il n'y a pas plus de... quand on imagine que les ouvriers boivent plus que les cadres, c'est pas vrai. C'est vrai chez les femmes et dans le sens inverse. Donc l'alcool, en termes d'inégalité, c'est pas la même chose que les autres comportements. Donc il faut aussi qu'on ait en tête que quand on dit les ouvriers meurent plus que les cadres, c'est parce qu'ils fument plus qu'ils boivent plus. Non, c'est pas parce qu'ils boivent plus, non. Par contre, ils fument plus. Donc l'alcool, les recommandations, je fais un peu de prévention, ça ne fera pas de mal. Donc ne pas consommer plus de 10 verres standards par semaine, pas une fois, c'est 2 verres par jour. Pas plus de 2 verres par jour, et avoir au moins 2 jours dans la semaine sans consommation. Et il n'y a plus de différence homme-femme. Pendant très longtemps, il y avait des différences hommes-femmes, on en parlait juste avant. Elles n'avaient aucune base physiologique. C'est souvent le volume et la composition corporelle qui fait la différence avec l'alcool. Donc c'est une question de poids et de surface, c'est pas forcément une question d'hormones, même si effectivement elles sont plus exposées au cancer du sein quand elles boivent que les hommes. Alors le rôle de l'alimentation, donc là c'est pour faire plaisir à Magali. Première chose que je voulais fixer sur l'alimentation, c'est qu'à l'inverse du tabac, qui est facile à mesurer, de l'alcool qui est un peu moins facile, mais qui est quand même plus simple en termes de questions, mesurer ce que l'on mange, c'est extrêmement difficile. Souvent, on fait des enquêtes où sur une semaine donnée, on dit aux gens ce qu'ils ont mangé. D'accord? Mais est-ce que ça, c'est manger?
Parce que si je pose la question à Arnaud, il va me dire, ah, c'est vrai, mardi soir, j'ai bouffé des cacahuètes. Sauf que les cacahuètes, ça va avoir un impact sur la santé, qu'on ne va pas forcément y penser parce qu'on n'aura pas l'impression qu'on aura mangé. On va au Starbucks, on prend un café latte, on s'est régalé, on a bu. Sauf que dedans, avec tout ce qu'ils ont mis en termes de calories, on a mangé. Et donc en fait, c'est extrêmement compliqué à enquêter. Et donc on a plein de données chez l'animal, mais c'est extrêmement difficile de les transférer chez l'homme parce que l'animal, on peut le contrôler. On sait exactement ce qu'il mange, quand il mange, comment il mange. C'est plus difficile avec les humains. On a énormément de corrélations qui ont été mises en évidence, mais c'est difficile après à aller créer. Et c'est extrêmement difficile de faire un essai clinique où vous dites aux gens, par exemple, je sais pas moi, le curcuma, par exemple, Kayat parlait beaucoup du curcuma comme étant un aliment anti-cancer. Si je dois faire un essai clinique, ça veut dire qu'il y a un groupe qui mange du curcuma, il y a un groupe qui n'en mange pas. Si vous mangez que du curcuma, vous n'allez pas vivre longtemps. Donc l'autre groupe, il mange autre chose que du curcuma, et celui qui mange du curcuma, il mange aussi autre chose avec du curcuma. Donc c'est extrêmement difficile de faire un essai clinique, comme avec un médicament, vous avez un groupe traité, un groupe pas traité. Là, il n'y a pas un groupe qui mange, un groupe qui ne mange pas. Donc c'est difficile en épidémiologie, et donc on a des preuves qui sont vraiment très difficiles à mettre en évidence dans le champ de la nutrition, et donc plein de débats entre des gens qui vont vous dire tel aliment c'est bon, tel aliment c'est pas bon, et donc vous allez comprendre pourquoi finalement les recommandations sont très nuancées. Les diapos qui passent plus, pardon. Donc on a des messages qui sont parfois contradictoires. Et donc, je voulais juste insister sur, quand on parle de nutrition, on a des enjeux qui sont contradictoires entre santé et économie. Ça marche avec l'alcool, ça marche aussi avec la charcuterie. Aujourd'hui, il y a un combat énorme pour les gens qui développent ce qu'on appelle le Nutri-Score, vous connaissez, avec des compagnies, notamment les bouchers, la charcuterie, qui sont vent debout. Là, il y a Roquefort qui est en train d'attaquer le Nutri-Score, parce qu'effectivement, le Roquefort, c'est super bon, mais un Nutri-Score, c'est pas génial. On pouvait s'en douter. Et donc, ils sont vraiment vent debout contre cette façon de noter, et ça a des effets extrêmement importants sur notre force de conviction auprès des politiques. Quand on est chercheur, effectivement, le politique va nous écouter, donc au même titre que l'industriel. Et c'est pas forcément parce que l'argument sanitaire est mis en avant que c'est celui-là qu'on va écouter en premier. Et il y a aussi des messages qui sont parfois contradictoires. Je montre juste un exemple avec le bêta-carotène, ici. Le bêta-carotène, quand il est sorti, on a dit que c'était bon pour la santé, à condition que vous ne fumiez pas. Pour les non-fumeuses, c'est très bon. Ça réduit les risques de cancer. Pour les fumeuses, ça augmente. À partir du moment où vous avez ça en épidémiologie, c'est même plus la peine d'en parler du bêta-carotène. Ça veut dire qu'en fonction des groupes auxquels vous parlez, ça ne marche pas, donc ça ne marchera pas. Et donc on a des fois des résultats contradictoires. Ce qui explique, on l'a eu aussi avec le lait, on en reparlera, il y a des fois des messages contradictoires et donc c'est difficile de savoir en termes d'aliments ce qu'on peut faire. Il y a aussi là, pardon. Voilà. Donc juste les groupes d'aliments, on a maintenant quand même des informations qui nous disent quels sont les groupes d'aliments qui augmentent le risque de cancer. Donc j'imagine que vous le savez, la viande hors volaille et la viande transformée, ça augmente les risques de cancer. En particulier le cancer colorectal, le cancer du sein. Et vous voyez, on est même capable de dire que par 100 grammes de viande rouge supplémentaire par jour, on va avoir 10% à 20% de cancer du sein en plus. Donc on sait qu'aujourd'hui, on sait bien mesurer ces effets-là. Le poisson, il y a une augmentation du risque du cancer de la prostate avec des consommations de poissons qui sont cuits à forte température, salés ou fumés. Donc ça aussi, on n'a pas forcément en tête. Et donc c'est pas tant le poisson que la façon de le cuire ou le sel qu'on met avec. Donc ce qui veut dire que quand on parle par exemple d'un aliment, la façon dont on va le cuisiner va aussi jouer. Vous imaginez comme ça devient vite compliqué. Le même aliment, cuit différemment, va pas être ingéré de la même façon, va pas avoir les mêmes composés. Donc c'est extrêmement compliqué. Donc c'est un sujet d'étude, c'est que manger la viande saignante ou la manger à point, ou la manger bien cuite, peut-être que ça n'a pas le même effet. J'en sais rien, mais peut-être que ça n'a pas le même effet. Il y a aussi des groupes d'aliments qui réduisent le risque de cancer. Donc les fruits et les légumes, on en parle pas mal, notamment sur le cancer du côlon et le cancer du sein. Les produits céréaliers complets, pas les céréales du petit déjeuner, hein, pas avec leur complexe qu'on prend, mais les céréales complets, donc baisse de 20% pour chaque consommation supplémentaire de 90 grammes. Donc on arrive maintenant à faire des recommandations assez précises sur l'alimentation. Et il y a des aliments qui peuvent réduire le risque de certaines maladies ou de certains cancers et en augmenter d'autres. Alors là, vous êtes sûr que c'est compliqué. C'est typiquement le rôle du lait. Le lait, il a été retrouvé, les produits laitiers, comme étant favorable pour le cancer colorectal. Ça réduit le risque, mais ça augmente le risque de la prostate. Donc, l'alimentation, dans les mêmes proportions. C'est assez comparable.
Le problème, c'est que ces deux cancers qui sont... Le problème, c'est que ces deux cancers qui sont extrêmement fréquents. On aurait pu espérer que ce soit une augmentation d'un risque de cancer encore rare. Non, le cancer de la prostate, chez les hommes, il est extrêmement fréquent. C'est le plus fréquent. Et le cancer colorectal, c'est le plus fréquent, les deux genres confondus, hommes-femmes. Donc là, on n'est pas bien. Donc, sur l'alimentation, vous avez compris que c'est pas simple. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas d'alimentation miracle. Donc, tous les gens qui vous disent, cet aliment-là, il est bon, uniquement bon, c'est pas vrai. Et ce qui compte, c'est la variété. Donc ça veut dire, quand on fait des recommandations, on vous dit qu'il faut manger varié, avec plutôt des fruits et légumes, un régime méditerranéen. Donc c'est quand même un niveau de conseil, depuis 30 ans qu'on fait de la recherche en alimentation, qui n'est pas non plus extrêmement précis. Mais c'est pour vous dire que c'est vraiment très important. Et un point aussi que je voulais préciser, parce qu'on le voit souvent quand même, on voit souvent ça utilisé, sauf cas particulier, et quand c'est effectivement prescrit, il ne faut pas utiliser des compléments alimentaires. Donc ça veut dire que, voilà ce qu'on sait. On sait qu'il faut manger varié, qu'il n'y a pas d'aliment miracle, et que les compléments alimentaires, il faut faire vraiment attention, parce que dans certains cas de figure, en fonction de comment elle est utilisée, ça peut créer des troubles. Donc vous voyez que c'est pas, sur l'alimentation, on n'est pas clair, hein. C'est plus simple avec le tabac, quoi. Diapositive, pardon. La souris. Donc juste pour fixer un peu les idées, troisième, alors là je vous ai dit l'alcool, je vous ai dit le tabac, je vous ai dit l'alimentation. Quatrième facteur de risque, obésité. L'obésité c'est un gros facteur de risque de cancer, notamment parce qu'au niveau hormonal, l'adipocyte pendant longtemps on a cru que c'était un sac à graisse, c'est mon expression, c'est plus compliqué que ça. Ça produit des hormones, ça joue un rôle dans l'inflammation. Et donc aujourd'hui on sait que c'est un facteur de risque, et je voulais juste vous montrer ici qu'on n'est pas tous égaux en fonction par rapport au surpoids et à l'obésité. Là, je vous ai montré le surpoids. Regardez juste la colonne qui est la plus foncée. C'est l'ensemble de la population française, hommes et femmes confondus. Vous avez 36% de la population qui est en surpoids dans la population qui a un niveau d'études primaires au collège. Ça descend à 33% chez ceux qui ont un niveau au lycée. Bac plus 1 et 2, plus 1 à 3. Donc, on fait la différence entre licence et supérieur à la licence. Enfin, c'était avant, ça n'existe plus comme ça, mais 30,7% et 30%. Et là, je parlais du surpoids. Quand on regarde ce qui se passe avec l'obésité, c'est vraiment très marquant. Donc là, l'obésité, c'est l'indice de masse corporelle, vous savez, la taille, le poids divisé par la taille au carré. On a 22% en France de la population qui a un niveau d'études primaires au collège qui est obèse. 22. C'est à 16% quand c'est au niveau bac, c'est à 9% quand c'est premier niveau universitaire, et 9% bac plus, plus 4 et plus. Donc on se retrouve avec 9, 16, 22. 22%, c'est énorme d'obésité. Et ça, vous voyez, c'est pas au hasard, quoi. C'est pas au hasard. Qu'est-ce qui fait que derrière, on a des groupes sociaux qui sont plus obèses que d'autres? Là encore, je suis pas en train de faire de la prédiction individuelle. Mais quand on est épidémiologiste, on s'intéresse aux populations, on est un petit peu inquiet, là. On se dit, les gens, ils n'ont pas tous décidé de manière totalement individuelle et autonome de « je vais avoir un mode de vie qui va faire que je vais être obèse ». Ils n'ont pas des gènes particuliers. Autrement, ça voudrait dire que les gènes associés à l'obésité, ils sont aussi associés au niveau d'études. Ça commence à sentir pas bon. Donc, il faut quand même se poser des questions par rapport à ça. Deuxième point, l'activité physique. Alors, je vous ai donné la définition de l'activité physique parce que je me suis aperçu que ce n'était pas un sujet qui était forcément clair pour tout le monde. J'ai fait une formation hier là-dessus et en fonction de à qui on parle, l'activité physique n'a pas forcément la même définition. Donc j'ai pris une définition de l'INSERM. C'est tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques, donc ceux que j'arrive à maîtriser, responsable d'une augmentation significative de la dépense énergétique supérieure à la valeur de repos. Donc là, on peut imaginer que vous êtes au repos, et donc tout ce qui va être au-dessus de cette activité de repos est une activité physique. Donc moi, je suis debout, je dépense un petit peu plus que vous, mais bon, aujourd'hui, je suis resté pas mal assis. L'activité physique, c'est donc tous les mouvements qu'on effectue dans la vie. Et donc le sport, c'est qu'une dimension. Je vous dis ça parce que quand on fait de l'activité physique adaptée, des fois, on dit à des gens qui vont faire du sport, ils n'ont pas envie, en fait. Le mot sport leur fait peur. On peut faire du jardinage, on peut faire une balade dans une... Toute activité peut être une activité physique. Et donc on compte tout quand on fait ça. Et dernier point, on peut être actif et sédentaire. Typiquement, je suis sédentaire. Plus de 7 heures par jour assis. Sédentaire. Même si vous faites du sport tous les jours, 7 heures assis par jour, vous êtes sédentaire. Pensez à nos enfants qui sont à l'école. On en fait des sédentaires. Et la sédentarité est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire et d'autres pathologies, y compris en cancéro. Donc juste aussi là pour vous montrer, l'activité physique c'est socialement distribué. Donc c'est un facteur qui est lié. Regardez, il y a
7,8% qui ont un niveau d'activité physique élevé dans les populations qui ont un niveau d'études le plus bas, et ça monte à 18% chez ceux qui ont un niveau d'études le plus élevé. Donc en fait, je vous montre ça pour montrer que tous les comportements qu'on utilise sont distribués socialement. Pas toujours dans le même sens, on l'a vu avec l'alcool. Mais d'avoir des comportements qui sont les mêmes dans des populations, ça n'existe pas. Et ça, c'est vrai par contre dans beaucoup de pays du monde. Et la sédentarité, donc là, comme à l'alcool, il y a une inversion. Plus on est éduqué, plus on est sédentaire. 52%, 52%, vous voyez que ceux qui ont un niveau d'études primaires au collège, ils font probablement des métiers où ils sont en activité, et donc ils sont moins souvent sédentaires, ils sont moins à 6-7 heures par jour. Sauf que dans l'activité physique, là aussi c'est compliqué en termes de recommandations, parce qu'on sait que l'activité physique qui est liée au travail, elle est toxique, alors que celle qui est liée au loisir, elle est bonne. L'ouvrier qui fait toute la journée la même chose, qui passe le marteau-piqueur, il s'esquinte les articulations, il y a des kinés dans la salle, ça mieux que nous. Et par contre, l'activité de loisir, celle qu'on fait avec plaisir, elle a un autre effet sur la santé. Donc ça veut dire que dans l'activité physique, c'est pas que la dépense énergétique. Si vous discutez avec des gens de l'activité physique, ils parlent en mètres. Mais en fait, c'est pas la dépense énergétique, c'est une mesure de dépense énergétique. En gros, la consommation d'oxygène que l'on consomme par minute pour faire une activité. En fait, c'est pas ça qui compte forcément dans l'activité physique. C'est aussi le cadre dans lequel on le fait, si j'ai décidé de le faire, si je crois que c'est imposé. Donc ça devient vite, là aussi, compliqué à mesurer. Ce qui explique, vous verrez après, que probablement le nombre de cancers attribuables à l'activité physique, il est mal évalué. Parce qu'on ne sait pas très bien la mesurer, cette activité. Donc ensuite, il y a, ça j'imagine que vous l'avez en tête, en dehors des comportements, il y a quand même autre chose. Il y a aussi l'endroit où on vit qui nous expose à des cancers. S'il s'avère que dans ce café, dans l'air, il y a des produits toxiques, non, évidemment, il y a une bonne odeur de café. S'il y a des produits toxiques dans ce que l'on respire, ça peut être un problème pour les cancers, ce qui est arrivé pendant très longtemps avec l'amiante, avec toutes les universités, toutes les écoles dans lesquelles il y avait de l'amiante et qui pouvait intoxiquer la population. Donc on a, ici je vous ai mis un champ, donc là on se dit oh, c'est génial de vivre ici, tiens, cette maison là c'est génial, sauf que si là on fait de l'épandage de manière systématique, c'est pas génial de vivre là, il vaut mieux vivre à Toulouse. Par contre, si là ils font pas du tout d'épandage, ben, ils auront moins d'air pollué, et là effectivement, l'air pollué par les voitures, c'est moins génial. Donc là, on va toucher encore plus de choses difficiles à mesurer. Donc là, vous voyez, je vous ai mis la ville, donc là on parle d'exposome urbain maintenant. Toutes les expositions qu'on a dans une ville, on parle d'exposome, homme comme génome. C'est toutes les expositions qui peuvent être liées au fait de vivre dans une ville. Et donc... Oh, merci. Et donc, les expositions, par exemple, professionnelles, cancérogènes, etc., ça expliquerait 12% des cancers du poumon chez l'homme. C'est pas rien. Quand on imagine le nombre de cancers du poumon, il y en a plus de 10% qui sont liés aux expositions professionnelles. Quand j'entends dire qu'il y a plus d'ouvriers qui sont exposés à des produits toxiques au travail, ça n'existe, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'aimerais bien que ce soit passé, mais c'est pas le cas. On a à peu près, et évidemment, cette exposition, elle concerne très largement des ouvriers. Moi, dans mon laboratoire, on est plusieurs de la même unité, on n'est pas particulièrement exposé à des produits toxiques de par notre activité en dehors de l'air dans lequel on nous fait travailler. Mais par exemple, les imprimantes polluent l'air et on peut tout à fait respirer des fragments d'encre qui sont toxiques quand on travaille. C'est pour ça que, par exemple, on a bougé dans certaines unités ou dans certaines équipes les imprimantes pour pas que ça soit dans les bureaux des doctorants qui étaient exposés aux imprimantes alors que c'est les plus jeunes, les parents en devenir, etc. Donc, juste pour vous montrer que les expositions à des produits chimiques, ça n'a pas disparu. Ici, vous avez des enquêtes qui sont faites de manière assez régulière par un organisme qui s'appelle la DARES, qui ne s'intéresse pas, par exemple, aux fonctionnaires, mais aux salariés, du secteur privé principalement. Et là, vous voyez, ils représentent 22 millions de salariés. Donc là, on commence à avoir du matos pour pouvoir travailler. Et ils ont regardé qui avait été exposé à au moins 3 produits chimiques dans le cadre de leur travail. Et vous voyez que, sans surprise, les cadres et les professions intellectuelles supérieures sont peu exposés à ça, c'est 3 à 4%. Et que les ouvriers, c'est plutôt 20 à 30%. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ont mesuré ça dans les années 90 et dans les années 2010. Et encore une fois, comme avec le tabac, en 20 ans, qu'est-ce qu'on a fait? On a stabilisé, voire un petit peu réduit l'exposition chez les cadres. Par contre, on a aggravé l'exposition chez les ouvriers. Donc en fait, ça s'aggrave.
alors qu'on pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'ouvriers, il n'y a plus de gens exposés à des produits chimiques, ça s'aggrave. Et donc, on est encore exposé par son travail. Donc le travail, c'est un facteur d'émancipation, c'est un facteur de santé, c'est aussi un facteur de risque. Et ensuite, il y a l'environnement et la pollution. Alors, l'environnement, on pourra en parler après, c'est extrêmement complexe à mesurer. Les expositions sont très très difficiles. C'est un champ de l'épidémiologie qui est au moins aussi compliqué que l'épidémiologie nutritionnelle. Savoir ce que l'on mange et savoir ce qu'on respire, c'est compliqué. À quel moment on le respire, comment on le respire. Là, on a un collègue à Paris qui s'appelle Basile Chex qui vient nous montrer que faire du vélo à Paris, c'est pas bon. Il vaut mieux marcher. Parce que quand vous faites du vélo, et là, vous en mettez plein. Et donc, il vaut mieux marcher. Donc, les gens font du vélo en se disant que c'est bon, mais il vaut mieux pas qu'ils en fassent. Vous imaginez dans quel monde on vit, quoi. Et donc, pour fixer les idées, ça, c'est le cirque. Alors, le cirque, c'est pas un endroit sympa et jovial dans lequel on fait des acrobaties. C'est le Centre national de recherche sur le cancer. Voilà ce qu'il montre. Donc là, on a tous les facteurs de risque qui ont aujourd'hui été identifiés comme étant associés au cancer. Donc 19%, 20%, c'est le tabac. Vous voyez qu'il y a quand même un énorme écart avec le deuxième qui est l'alcool, 8%. Donc déjà, la priorité, c'est ici. C'est lutter contre le tabac, 8% pour l'alcool. Et puis après, vous voyez, l'alimentation déséquilibrée, c'est 5% des cancers. Le surpoids, pareil. Certaines infections, j'en ai pas parlé, donc le papillomavirus, évidemment. Il y a l'hélicobacter pylori. Quand on mange salé, quand on met pas, par exemple, à l'époque, quand on n'avait pas de frigo, on avait cette bactérie qui contaminait énormément ce que l'on mangeait, et donc ça se mettait cette bactérie dans notre estomac et créait un cancer de l'estomac. Et donc aujourd'hui, les gens qui ont un cancer de l'estomac, c'est souvent des cancers qui montrent qu'on a vécu notamment quand on était enfant dans des conditions un petit peu compliquées. C'est très très fréquent en Portugal, par exemple. C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup salé les aliments pour pouvoir les conserver, sauf que le sel, quand on est infecté par Helicobacter pylori, ça favorise la création du cancer de l'estomac. Je ne vous dis pas que des bonnes nouvelles, là. J'ai conscience que ce que je vous dis, c'est pas très funky, mais c'est problématique. Ensuite, on a les expositions, vous voyez, qui sont professionnelles, 3,6%. Mais ça, j'y reviendrai juste après. 3,6%, j'y crois pas une seconde. Oui. C'est les chiffres pour la France, c'est ça? Oui, c'est les chiffres pour la France. Et si vous regardez l'Angleterre, vous allez avoir les deux premiers ici pareil. Et par contre, ils vont avoir le surpoids en premier. Ils ont beaucoup plus de surpoids que chez nous. Mais après, en gros, tabac-alcool, c'est quand même les deux premiers. On a aussi donc l'exposition professionnelle. J'ai du mal à croire que ce soit 3,6%. À mon avis, c'est encore très mal mesuré. Donc, évidemment, ça paraît pas important. C'est la même chose pour les particules fines ici. Quand vous regardez, particules fines, 0,4% des cancers. Alors qu'on nous a sorti il n'y a pas très très longtemps qu'il y avait 70 000 morts avec la pollution de l'air. Ça colle pas. Donc, il faut arriver à encore affiner les travaux. Mais vous voyez qu'on a aussi, je n'en ai pas parlé, les rayonnements UV, le soleil, avec le mélanome, effectivement, les cabines, il ne faut pas les utiliser, les cabines UV, c'est vraiment un truc pour choper un mélanome. Donc ça, on connaît bien. Les radiations ionisantes, donc par exemple, le radon, donc en Bretagne, il y a pas mal de roches qui sont effectivement productrices de radon et qui peuvent contaminer des gens, mais il y a aussi tout ce que l'on fait en termes d'examens médicaux. Donc faire une mammo tous les ans, faire une IRM parce que j'ai envie, faire un scanner parce que j'ai envie, tout ça, faire des radios. Tout ça, c'est une exposition à des rayons qui, quand elles sont trop utilisées, peuvent créer des soucis. Alors évidemment, la balance bénéfice-risque, quand vous avez une vraie maladie, elle est en faveur de l'examen. Mais ça veut dire qu'il y a des gens, aujourd'hui, qui font tellement d'examens alors qu'ils n'ont rien, que le fait de faire trop d'examens, ça peut leur créer ce trouble-là. Donc aujourd'hui, par exemple, sur le cancer du sein, on essaie de trouver la bonne fréquence pour pas trop exposer les femmes à des, notamment par les mammos, à des rayons. Le manque d'activité physique, les traitements hormonaux. Donc là, par exemple, les traitements hormonaux substitutifs pendant la ménopause, on sait que ça a créé des cancers du sein et des ovaires de manière très efficace. Donc les bouffées de chaleur au moment de la ménopause sont un vrai problème, mais les traitements substitutifs qu'on donne, c'est dangereux. Et ensuite, il y avait les pilules, dont on n'a pas parlé, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les 3e, 4e générations, c'est pas un problème, mais il y a eu, il n'y a pas très très longtemps, je crois qu'il y a 2-3 ans, hop, un rappel que de prendre la pilule pendant des années, notamment quand on fume à côté, ça fait pas bon ménage pour notamment les cancers du sein. Et enfin, je l'ai mis ici, par acquis de conscience, l'allaitement. Le fait d'allaiter, ça réduit son risque de cancer du sein. Et donc, on oublie, on le dit pas comme ça aux femmes, bien sûr les femmes font ce qu'elles veulent, mais
on leur doit une information honnête, d'allaiter, ça favorise, ça protège du cancer du sein, pour des raisons d'ailleurs qui sont des raisons physiologiques. La différenciation mammaire, elle est finie à l'âge au premier enfant, et l'allaitement fait que il y a des réactions hormonales qui sont favorables à la protection. Donc là voilà, on les a tous. Mais quand vous les ajoutez, hein, s'il y en a qui s'amusent à ajouter, vous verrez que ça fait pas 100. On est loin de tout expliquer. Et donc effectivement, là je vous montre un autre détail du cirque où c'est les mêmes, mais en nombre cette fois-ci. Vous voyez qu'en nombre, c'est un petit peu plus impressionnant, je trouve, qu'avec le pourcentage. Il y avait 20% et 8%, on se dit, oh, c'est pas si loin. Là, on est à 70 000 morts, là, on est à 25 000 morts, puis après, on voit les autres. Enfin, 26 000 cas, pardon, mais après, on voit les autres. Et l'avantage de ce graphique-là, c'est que vous avez la part des cancers qui est liée voilà, à la viande rouge, qui va être liée au laitage, qui va être liée à l'hépatite C, etc. Donc, c'est beaucoup plus détaillé. Donc évidemment, je vous laisserai, enfin, les diapos sont libres, il n'y a pas de problème. Et donc, cette diapositive, je la trouve extrêmement parlante. J'ai découvert cet après-midi, je ne savais pas que Santé publique France avait fait ça. C'est le nombre de cancers évitables par localisation cancéreuse. À droite, ça veut dire que c'est évitable, et le nombre qu'on peut éviter. Et ici, c'est que c'est pas évitable. La majorité, c'est quand même là. Donc ça veut dire que le poumon, c'est en partie largement évitable. Le sein également. Mais vous voyez qu'ici, il y a une partie non évitable. Donc on va en parler, c'est quoi cette partie non évitable? Pourquoi il y a une partie des cancers du sein qui ne sont pas liés à nos comportements? Il y a ensuite, vous voyez, les cancers de la sphère, ce qu'on appelle ORL, sont principalement des cancers évitables. Donc quand on voit ça, on s'aperçoit quand même qu'il y a des choses à faire, quoi. Après, il y a des cancers, effectivement, la prostate, ça semble peu évitable. Et donc quand on voit ça, on se dit, je vois une table qui est en train de se poser la question sur la prostate, pourquoi on a ça? Mais ça s'explique par d'autres mécanismes dont je vous parle ici. Quid, donc j'ai oublié un D, des 50% non expliqués. Si vous ajoutez ça, on est à moins de 50%. Donc il passe où les 50% non expliqués? C'est quoi? Premier point, c'est le système de soins. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait des cancers qui étaient plus fréquents chez des personnes qui étaient plus favorisées. Comme par hasard, c'est le sein, c'est le mélanome, c'est la prostate, c'est là où il y a des dépistages. La prostate, il n'y a pas de vrai dépistage, mais nos généralistes en France, ils adorent faire des PSA, des examens. Quand vous avez 55 ans, ça s'appelle un PSA, on va aller chercher un antigène, et cet antigène, comme il est produit par les cellules de la prostate, plus il est élevé, plus ça veut dire que vous avez des cellules. Et comme je vous dis qu'un cancer, c'est une multiplication cellulaire, plus vous avez un taux élevé, plus ça veut dire que derrière, il y a beaucoup de cellules. Mais ça peut être lié à une infection. Ça peut être lié à plein d'autres choses. Et donc, il y a plein de gens qui font PSA, qui se retrouvent avec un chiffre élevé, et à qui on va aller faire des carottes. C'est vraiment des carottes, hein, on prend 40 petits morceaux, on regarde ça, hop, et on dit là, il y a un cancer. Et c'est des cancers qui, la plupart du temps, n'auraient pas été détectés dans la vie d'un individu. Le taux de survie d'un cancer de la prostate, c'est 95% à 15 ans. À 15 ans, 95% des gens qui ont un cancer de la prostate sont toujours vivants. Et donc quand on entend le mot cancer, on ne parle pas de la même chose. Cancer de la prostate, c'est peu grave. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont un cancer de la prostate métastatique et qui vont mourir. Oui, au niveau individu, ça peut arriver. Mais par rapport à un cancer du pancréas, par rapport à un cancer du foie, on n'est pas tout à fait dans la même cour en termes de risque. Et pourtant, on l'appelle de la même façon. Et donc, on se retrouve à avoir un effet du système de soins qui est énorme, parce que vous pensez que c'est qui se fait dépister et qui se fait surveiller? Je prends souvent l'exemple du mélanome. Pour détecter un mélanome, il faut qu'il y ait un dermato qui ait vu un grain de beauté, ou un médecin généraliste qui vous a orienté sur un dermato. Qui voit un dermato de manière fréquente? Moi, je n'en ai jamais vu. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de mélanome, hein. C'est pas une fierté, je n'en ai jamais vu. Pourquoi donc? Je suis mat, parce que je vais me faire chier, aller voir. Et un jour, je vais peut-être avoir un truc, et ce sera peut-être trop tard. Et qui se fait surveiller? C'est soit des gens qui ont des problèmes, soit des gens qui ont un rapport à la santé important et qui comprennent que le dépistage, c'est important. Et c'est pareil pour la mammo. À partir de 50 ans, une femme, tous les 2 ans, elle doit faire une mammo. Un frottis, c'est pareil. Tous les 3 ans, à partir des 2 premiers frottis, on doit faire un frottis. Qui fait ça? De manière stricte. Et ça explique qu'on dépiste des cancers, des fois plus fréquents chez les gens, et qu'il y a d'autres personnes qui ont des cancers sans savoir. Et donc, il y a des autopsies qui ont montré que 30% des hommes qui mouraient d'autres choses avaient un cancer de la prostate, sans le savoir. Donc, et ils n'en sont pas morts du tout. Et donc, la question qui se pose, nous, on parle donc de surdépistage ou de surtraitement. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont traités pour une maladie, en particulier un cancéro, qui n'aurait jamais été un problème chez eux.
Mais à partir du moment où on leur a diagnostiqué, c'est extrêmement difficile de dire à quelqu'un, bon, monsieur Delpia, vous avez un cancer de la prostate, il est tout petit, hein. Vu vos comorbidités, votre âge, vous allez mourir d'autre chose, donc on va juste le surveiller. Pas facile à vendre. Et à côté, il y a quelqu'un qui va être traité, je vais dire, ah non, lui, il a été traité, pas moi, c'est dégueulasse. Donc en fait, il y a toute une réflexion à travailler sur comment on peut parler des maladies, comment on peut les diagnostiquer, comment on peut ne pas les traiter. Et le vrai problème, c'est le surtraitement. Nous, on a travaillé dans l'équipe sur le surtraitement du cancer de la prostate, il y a 33% des hommes, notamment ouvriers, qui sont surtraités. Parce qu'eux, ils ont une espérance de vie très courte. En France, on a 6 ans d'espérance de vie, de moins qu'un quart quand on est ouvrier. Quand vous avez 70 ans, quel est l'intérêt de vous traiter alors que, statistiquement, vous serez mort dans les 5 ans qui viennent? Mais vous imaginez le niveau de discussion qu'on a? Évidemment, on ne peut pas l'avoir dehors, ça. Mais comme finalement, tout le monde meurt, la question n'est pas de savoir si on meurt ou pas, mais de quoi on va mourir. Et si je réduis le risque de cancer, j'augmente mécaniquement le risque d'autres choses. Maladie cardiovasculaire, démence. Il y a des travaux qui ont été faits, notamment dans des gros journaux type BMJ, qui montrent qu'on ne peut pas forcément étendre l'âge, et que finalement, ce que l'on fait, c'est juste qu'on joue sur la répartition des maladies que l'on aura. C'est cynique, hein, ce que je vous dis, mais voilà. Et je ne vous parle pas des cancers quand on a 40 ans. Ce qui explique aussi, pour la petite histoire, que quand vous avez un cancer, par exemple du sein, et que vous êtes jeune, vous avez tout le traitement. Beaucoup plus que quand vous êtes vieille et que vous avez un cancer. Et donc on pourrait se dire, ah mais tiens, c'est bizarre, j'ai un cancer qui est plus grave, puisqu'on me traite plus fort. Mais non, quand vous avez 40 ans, votre espérance de vie, elle est de 80 ans. Et pour vous amener à votre espérance de vie, il faut mettre toutes les chances de son côté, donc beaucoup traiter. Quand vous avez 78 ans, l'intérêt de vous faire une chimio qui va vous rendre vraiment malade, alors que vous avez une espérance de vie qui est plus limitée, elle se pose. Alors, en tant que soignant, vous ne pouvez pas réfléchir comme ça. Mais en tant qu'épidémiologue, on réfléchit comme ça. C'est difficile de dire à quelqu'un, je ne vais pas vous traiter. Ah oui, mais... Ils traitent toujours un peu, mais... Voilà, ils traitent toujours un peu et ils utilisent l'âge. Et voilà, c'est différent. Ils utilisent l'âge, ouais. Oui. Les chiffres précédents, c'était des cas de cancer ou des morts? Non, c'était des cas de cancer. C'était et si c'était nombre de cancers. À chaque fois, c'était nombre de cancers. Je n'ai pas parlé des morts. Là. Dans les morts, pour rebondir sur vous, il n'y a pas d'inégalité où c'est les plus favorisés qui meurent plus. Quand on regarde la mortalité par cancer, ceux qui meurent le plus de cancer, ce sont toujours les personnes qui sont plus défavorisées. Même si elles ont moins de risques d'avoir le cancer. Par exemple, pour le cancer du sein, les femmes les plus éduquées, elles ont plus de cancer du sein, mais elles en meurent moins. Parce qu'en fait, derrière, le traitement est mieux suivi. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la littératie en santé, donc ça, tous les soignants connaissent. Comment on va s'adresser à quelqu'un pour lui expliquer le traitement. Et donc, c'est pas à la personne en face de nous de se mettre à notre niveau, c'est à nous de se mettre au niveau de vocabulaire, de trouver les bons exemples pour arriver à se faire comprendre. Mais ça, c'est pas enseigné dans les études. Dans les études médicales, vous n'avez pas forcément ça. On y vient, petit à petit. Donc après, pardon, il y a quoi comme problème? Il y a les erreurs de mesure. Alors ça, en bon épidémiologiste, je ne peux pas vous parler de résultats sans parler d'erreurs de mesure. Je vous l'ai dit tout à l'heure, comment on mesure l'alimentation, on se trompe. Comment on mesure l'alcool, on se trompe. Quand on regarde la part des ventes d'alcool, c'est 2 fois plus que le nombre d'alcool, que la quantité d'alcool consommée quand on regarde ce qui a été déclaré par les gens. Alors on stocke de l'alcool, mais quand même, 2 fois plus, ça... Ah, donc on se dit que quand on nous dit qu'on boit 2 verres... Après, il y a des cumuls de facteurs de risque. Oui. Vous parlez des facteurs de risque les uns après les autres. Bien sûr. Cumul, et du coup, ça fait Bien sûr. un pourcentage plus important. C'est exactement ce qui est le problème de ces calculs de risque attribuables, c'est qu'ils le font facteur par facteur, alors qu'en fait il y a des combinaisons et même des interactions. Tabac-alcool. Voilà, enfin, ça c'est effectivement, c'est des choses dont on sait que c'est problématique. Le calvados avec la clope, c'est pareil. Le calvados va cramer un peu les muqueuses, on fume derrière, ça pénètre encore mieux. Par exemple. Donc oui, ça... Ouais, exactement. Donc oui, il y a des combinaisons, et donc ça pose une question de comment on tient compte des expositions multiples, et là ça fait le lien avec les expositions environnementales. On n'est pas exposé qu'à un polluant, on est exposé à des polluants multiples, mais ça, en termes d'enjeux scientifiques, c'est compliqué. Comment vous allez mesurer ce qu'on appelle l'effet cocktail? Les souris qu'on utilise, elles ont un seul exposant. Des fois on en met 2, 3, mais c'est extrêmement difficile de leur en mettre 1000. Et de faire varier ces taux-là pour aller regarder ce qui se passe, parce que d'abord on fait chasser des animaux. Comment on fait? C'est extrêmement difficile de mesurer l'effet cocktail. Et donc aujourd'hui,
on a énormément de mal à mesurer l'exposition environnementale parce que quand on les connaît, on ne sait pas comment les cumuler, et la plupart du temps, on ne les connaît pas. La plupart du temps, c'est un secret industriel, les produits qui sont chimiques, qui sont dans plein de produits. Et donc, il faut énormément de temps avant d'avoir la liste de ce qu'il y a dedans. Donc, vraiment, l'épidémiologie environnementale, c'est compliqué, vraiment. Et ensuite, je vous ai parlé des autres facteurs de risque. Alors, on va pouvoir discuter après ensemble sur tout ce que vous avez en tête comme autre facteur de risque. J'ai parlé du stress. Alors, le stress, effectivement, c'est une réaction physiologique déjà. Donc, les gens, quand ils disent qu'il ne faut pas être stressé, c'est une réaction physiologique. Et donc là, souvent, on parle en anglais de fight or fly. Donc, on est soit apeuré, soit en train de se battre. Et donc, dans les deux cas, il nous faut de l'énergie pour pouvoir soit s'enfuir, soit se battre. Quand on voit une menace, c'est donc une réaction qui est normale. La problématique, c'est celle-là. C'est vraiment quand c'est activé à long terme. Et quand on est stressé de manière chronique. Puisqu'on est obligé de mobiliser de l'énergie pour faire face à une menace, si vous faites ça tout le temps, c'est comme si vous étiez tout le temps en sur-régime avec une voiture. Au bout d'un moment, il y a un problème. Et donc, les stress que nous, on peut vivre, ce sont les stress au travail. Alors, il y a des travaux qui mesurent aujourd'hui les stress dans la société moderne par rapport à avant. Et que dans une journée, on a 40 types de stress différents. Ça peut aller du trafic, du fait qu'il y ait des embouteillages, du fait qu'on arrive en retard à l'école, qu'on se fait engueuler, enfin bref, tous les trucs qu'on connaît tous. Il y a aussi des discriminations. Donc ça, c'est des choses que l'on travaille dans l'équipe. Le fait d'être différent est générateur de stress. Donc quand Amalia travaille sur les inégalités de genre, c'est ce type de problématique. Il y a l'orientation sexuelle, il y a la couleur de peau. Donc on parle du pays de naissance. Le problème, c'est pas le pays de naissance, c'est la couleur de peau, le fait d'être noir en France, le fait d'être arabe en France. Ça va générer des discriminations et aussi des discriminations perçues, et ça joue sur l'état de santé. Et aussi des stress durant l'enfance. Je ne vais pas en parler là, mais on a maintenant des travaux qui montrent que des stress qu'on a subis dès tout petit, voire même in utero, peuvent avoir un effet quand on est adulte. Et donc, on a des évidences biologiques qui montrent un lien entre exposition au stress et le fonctionnement biologique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous ne me croyez pas, voilà, il y a des travaux qui montrent comment au niveau du cerveau, la perception du stress va jouer sur à la fois nos comportements. Évidemment, on sait que quand on est stressé, on fume. Le chocolat, quand on a envie de se détendre, ça fait du bien. C'est une façon de compenser le stress par des comportements. Mais il y a aussi des réactions physiologiques particulières. Le niveau d'inflammatoire va monter, il y a certains marqueurs qui vont bouger en fonction de ça et qui peuvent être chroniques et finalement aboutir à des pathologies quand ils restent élevés extrêmement longtemps. Typiquement, l'inflammation, c'est ça. La garden est un inflammatoire, on utilise le mot de bas grade, ça veut dire qu'on a toujours un état inflammatoire qui est un petit peu au-dessus. Ça, on sait que c'est pas très bon, en particulier sur la réponse immunitaire. Et en cancérologie, il y a des données chez les animaux qui montrent que l'isolement social, le fait de mettre des souris toutes seules et qu'elles voient personne, ben ça leur fait pas du bien. Le fait d'avoir des événements de vie négatifs, on les stresse, on leur fait vivre des choses pas très géniales, et on regarde ce qui se passe, et on voit que la capacité à créer une tumeur est différente, la capacité à la contrôler est différente, la capacité à l'irriguer est différente, et donc il y a un substrat biologique. Alors après, une souris n'est pas un humain, mais on ne peut pas faire ça chez les humains. Donc on a de la littérature qui montre, et sur le cancer, pour être complètement honnête avec vous, sur les maladies cardiovasculaires, il n'y a plus de question. Stress et maladies cardiovasculaires, ça marche super bien. Stress et cancer, la littérature est contradictoire. Et si vous regardez les résultats, vous allez trouver « Ah oui, j'ai perdu mon mari l'année dernière et j'ai eu un cancer du sein l'année d'après. » Des fois, ça va être vrai, d'autres fois, ça va pas être vrai. Donc, c'est lié à quoi? C'est lié au fait que le stress dont on parle n'est pas le même. Est-ce qu'on parle d'un stress aigu? Est-ce qu'on parle d'un stress chronique? Est-ce qu'on le mesure aujourd'hui? Est-ce qu'on le mesure de manière prospective? C'est-à-dire que si je vous interroge aujourd'hui sur votre enfance, ce que vous allez décrire est la reconstruction de votre enfance aujourd'hui. Et on sait par exemple que même sur des abus sexuels, il y a des reconstructions. Et qu'on peut déclarer des choses qui n'ont pas eu lieu, et on peut ne pas déclarer des choses qui ont eu lieu. Pour des raisons physiologiques et psychologiques, pas parce que les gens sont fous. Pour des raisons qui sont aussi des réactions de protection. Et donc, quand on a ces problèmes de mesure, avec le stress aujourd'hui, on n'a pas des données qui nous permettent de conclure de manière certaine que le stress chronique est un facteur de risque de cancer. À titre personnel, j'en suis convaincu, mais il faut arriver à le démontrer maintenant. Ensuite, les ondes électromagnétiques. J'ai récupéré des derniers résultats parce qu'on parle de ça à la 5G, avec le vaccin, on en a pas mal parlé. Donc, les champs électromagnétiques, donc à basse fréquence,
sont classés par le Centre international de recherche sur le cancer comme cancérogènes possibles. Possible, c'est le plus bas. Après, il y a confirmé, il y a plausible, confirmé. Donc possible, ça veut dire qu'il y a des chercheurs qui sont financés pour aller travailler sur ça. C'est pas totalement ésotérique. Mais on en est là. Il y a des études épidémiologiques qui ont montré un lien statistique entre certains cancers, notamment des leucémies, et une exposition à certains champs magnétiques. C'est une association, mais il n'y a aucun substrat biologique qui permet d'expliquer. Donc on trouve un lien, mais on ne sait pas à quoi c'est dû. Et uniquement pour les leucémies. Donc je vis sous une antenne et donc j'ai un cancer, c'est un peu rapide. Et en mai 2011, le CIRC a classé les radiofréquences comme cancérogènes possibles, là encore, notamment parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un risque accru de gliome, de cancer cérébraux. Et ça, avec les téléphones portables, on en a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé que le téléphone, qu'on gardait comme ça pendant hyper longtemps, peut-être que parce qu'il chauffe, c'est pas très bon, peut-être que c'est les ondes, on n'en sait rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas conclure de manière formelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire gaffe. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réduire le téléphone pour d'autres raisons que le risque de cancer. Et donc, pour finir, voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la prévention des cancers. Ça, c'est la Bible. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, mais c'est l'orthodoxie de la prévention. Première chose, c'est arrêter de fumer. Pas consommer d'alcool régulièrement. Ou en cas de consommation, essayer de le réduire. Vous voyez que maintenant, on parle de Dry January. On essaye de se trouver un mois en disant « Allez, ce mois-ci, je ne bois pas ». Ça fait partie de ces efforts pour nous aider à réduire. Une alimentation équilibrée, j'en ai parlé. 30 minutes d'activité par jour. Donc c'est 30 minutes d'activité physique modérée. De modéré, ça veut quand même dire qu'il faut un petit peu marcher, quoi. C'est voilà, c'est 30 minutes. Faut pas juste rester. Là, je peux pas dire que j'ai fait une activité physique modérée. Là, je peux pas dire ça. Donc il faut quand même un petit peu marcher. Surveiller son poids. Vraiment prendre l'habitude de surveiller son poids, de manière à essayer de limiter, notamment, le gain de poids lié à l'âge. En France, on prend 1 kg par an, à partir de l'âge de 20 ans par habitant. Ça veut dire qu'entre 20 et 60 ans, on a pris 40 kg. Je ne sais pas si vous imaginez. Chez les femmes, c'est un demi-kilo. Ça veut dire qu'on grossit beaucoup entre sa période d'adolescence et sa période à l'âge adulte. Alors évidemment, c'est en moyenne. Mais ça veut dire que, et si on calcule, moi quand j'entends ça, c'est quand même pas possible. Ouais, c'est vrai, à une époque, je faisais 75 kilos, là j'en fais déjà 20 de plus, quoi. Et j'ai pas 60 piges. Pas loin, hein, tu t'es surpris, mais pas loin. Après, il y a les agents infectieux. Donc on a parlé du papillomavirus, de l'hépatite B, mais là, il y a la vaccination. Enfin, le papillomavirus, on a vacciné, on a dit qu'il fallait s'occuper des garçons. Enfin. Parce que c'était évidemment qu'un problème de filles. Comment elles étaient contaminées? Je ne pensais pas. Non, 16 et 18, principalement. Mais malgré tout, on a fini par dire qu'en France, on pouvait vacciner les garçons. Et donc, par exemple, en Australie, le portage du papillomavirus, c'est 5%. Donc, ça veut dire qu'on peut faire des choses quand même sur ces vaccinations. Et pour l'hépatite B, c'est pareil. Quand on est soignant, on se vaccine. Mais l'hépatite B, c'est aussi une possibilité. On ne se rend pas compte, mais il y a 500 millions de gens sur la planète qui ont l'hépatite B. C'est beaucoup, hein, sur 7 milliards. Ensuite, les expositions aux UV, donc ça va mieux se protéger du soleil. Les expositions professionnelles, surtout appliquer les mesures de protection, quand elles existent. La pollution de l'air extérieur et intérieur. Alors, j'insiste beaucoup sur l'intérieur. C'est pire, souvent, dedans que dehors. Donc on l'a vu avec le Covid, il faut aérer. Donc là, on n'a pas trop fait. Mais il faut vraiment aérer, parce que souvent, on cumule après, et on concentre les toxiques, alors que quand c'est dehors et qu'il y a du vent, ça permet de les limiter. Ça va bien quelque part, hein. Donc il faut être dans le sens du vent, quoi. Ensuite, se faire dépister. Donc aujourd'hui, c'est important, on a un dépistage de cancer du sein, un dépistage de cancer du côlon. C'est 20% en France qui utilisent le dépistage de cancer du côlon, parce que prélever son caca, c'est compliqué. Sauf que c'est celui qui est le plus utile. C'est vraiment celui qui est le plus utile. Parce que quand on voit un polype, on l'enlève et après on est tranquille. Alors évidemment, voilà, ça, la coloscopie, c'est pas des trucs qui donnent envie, quoi. Et je vous le dis parce que ça ne donne pas du tout envie, quoi. Et quand il arrive un âge à 50 ans où vous vous dites qu'il va falloir faire ça, c'est quand même un dépistage qui est extrêmement important. Et donc surtout, les dépistages sont importants. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui encore, quel est le meilleur traitement du cancer? C'est le fait de le prendre tôt. Quand on les prend tôt, y compris d'ailleurs pour certains fois cancers qui sont très graves, on arrive à opérer. Quand on opère, c'est déjà mieux, on a enlevé la tumeur. Donc c'est vraiment la prise en charge précoce qui compte, y compris par exemple pour les cancers du poumon. Et des tout petits cancers du poumon, quand on peut les enlever, on peut tout à fait en survivre.
quand ça a commencé à se répandre, y compris aujourd'hui, quand un cancer est métastatique. Il y a quelques immunothérapies qui fonctionnent, mais c'est 5% des malades. Ça veut dire que la grande majorité des gens, quand ils ont un cancer métastatique, encore en 2022, c'est pas bon signe. Et enfin, pour les mères, allaiter son enfant si possible de façon exclusive jusqu'à l'âge de 6 mois, je dis si possible parce que encore faut-il avoir tout ce qu'il faut au travail pour pouvoir le faire. Je peux vous dire que dans l'unité, ça a souvent été un sujet, parce qu'elles reviennent au travail après le congé, et effectivement, elles ont des bureaux partagés, donc c'est pas particulièrement facile de pouvoir allaiter aussi longtemps que ça, malgré les recommandations. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors pour conclure, vous avez compris que le cancer, c'était lié à de multiples déterminants. Alors j'ai mis entre crochets individuels. J'ai du mal, moi, avec les comportements individuels, quand on voit comment c'est distribué socialement. Les expositions professionnelles et environnementales. Je vous rappelle que 40% des cancers pourraient être évités par des modifications de notre mode de vie. Quand je dis de notre mode de vie, je ne dis pas uniquement de la responsabilité individuelle. Je vous le marque dessous. Puisque l'environnement joue, ça interroge notre responsabilité individuelle. Ça, en France, on est très très bon pour mettre la pression sur les individus. D'ailleurs, dans le soin, on est sur l'éducation thérapeutique, l'empowerment, comme si on avait tous les mêmes capacités pour faire ça. Mais il y a aussi la responsabilité sociale. Qui vit où? Qui vit dans les endroits qui sont mal chauffés, qui vit dans les endroits qui sont exposés à des peintures qui étaient toxiques, voilà. Et ça, c'est une responsabilité sociale. Et donc, c'est tout sauf lié au hasard. Et donc, pour reboucler avec ce que je vous ai dit sur Thomas Setti, il n'a pas du tout compris, voilà, la chance ou la malchance qui expliquerait que on a une distribution sociale des cancers. Non. Ça n'a rien à voir avec la malchance. Ça a à voir avec des déterminants qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé et qui expliquent une grande partie de l'état de santé. Et donc, il faut effectivement développer la prévention et réduire les inégalités. Donc ça, je vous ai dit que c'était super. Ça, on retrouve dans le plan cancer, tout le monde en parle, tout le monde dit les inégalités, c'est ma priorité, etc. Il faut faire de la prévention, sauf que je vous ai montré que les résultats n'étaient pas très très bons. En termes, j'ai dit mitigé parce que je suis sympa, mais sur le tabac, c'est pas très bon, sur d'autres domaines aussi. Ça nécessite de développer des actions de prévention. Et donc, pour nous, en tant que chercheurs, ça nécessite de considérer que la recherche en prévention, c'est vraiment la recherche. Ça veut dire qu'on n'est pas uniquement là pour comprendre quel est le problème, on est là aussi pour tester des solutions. Alors c'est compliqué quand on est en thèse, parce que c'est pas très rentable. Vous n'allez pas faire une super biblio, vous n'allez pas faire un super article quand vous allez tester une intervention, mais en termes de service rendu aux gens, c'est extrêmement important. Et enfin, il faut développer les connaissances des populations, notamment sur la hiérarchie des risques. Je vous dis des choses, je vous dis ça parce que ça m'est arrivé vraiment plein de fois d'avoir des gens qui ont la clope au bec et qui me disent non mais quand même le cancer c'est les ondes électromagnétiques. D'abord à titre personnel il faut vraiment que tu arrêtes de fumer et après on va discuter des ondes électromagnétiques ou de ce que tu manges. Et donc quand on interroge les gens sur ce qu'ils imaginent être les facteurs de risque de cancer, ils sont vraiment à côté de la plaque. C'est pas leur faute, hein. Ce qui veut dire qu'en termes d'enseignement, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc les choses que je vous ai dit là, la hiérarchie, tabac, alcool, alimentation, activité physique, etc. C'est vraiment important à avoir en tête pour après, ça ne veut pas dire vivre dans un monde où on ne prend pas de risques, mais ça veut dire être conscient des risques que l'on prend et donc de pouvoir choisir. Voilà, je terminais. Donc si vous avez je vous ai mis un peu de littérature pour vous montrer où est-ce que j'avais trouvé ça. Allez voir, cancer environnement, c'est vraiment super bien fait. Vous avez tous les risques par niveau, n'importe quoi, tout type de produits chimiques, tout type d'alimentation. Et donc c'est vraiment super bien fait. Et donc si vous avez des questions, je ne sais pas du tout combien il y en a au niveau du timing, mais n'hésitez pas.